Je m'appelle Joshua. J'ai 32 ans. Et le jour où j'étais censé être l'homme le plus heureux du monde, mon père a décidé de me donner une leçon de loyauté en laissant 3 rangées de chaises complètement vides. Avant que je ne vous raconte comment cette rangée vide m'a mené à voir mon père se faire escorter hors de ma propriété par des policiers qu'il avait lui-même appelés. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. L'air du vignoble était épais, humide et sentait légèrement la pluie et la fermentation. C'était un endroit magnifique, surplombant un lac qui me calmait habituellement. Mais debout à l'hôtel, ajustant mes boutons de manchette pour la 10e fois, je ne me sentais pas calme. Je sentais un vide froid dans mon estomac qui n'avait rien à voir avec le trac d'avant-mariage. Mon témoin, Andrew, s'est penché. C'est un gars avec qui j'ai roulé en ambulance pendant 5 ans. Nous avons vu des accidents de voiture, des crises cardiaques et des overdoses ensemble. Rien ne le perturbe, mais il semblait perturbé maintenant. Josh, a-t-il chuchoté, gardant sa voix basse pour que les invités de la 2e rangée n'entendent pas. Il est 5 minutes après l'heure de début. On les attend? J'ai regardé la foule. Ma femme Sarah a une famille énorme. Il remplissait le côté gauche de l'allée. Une mère de cousins, tantes, oncles et grands-parents. Il bourdonnait d'excitation, souriait, prenait des photos. Puis j'ai regardé à droite. Mes amis étaient là. Mes collègues de la station étaient là. Mais les 3 premières rangées, les rangées réservées à la famille immédiate, étaient vides. Juste des chaises pliantes en bois blanc me regardant fixement. J'avais placé de petits bouquets de lys à l'extrémité de chaque rangée. Ma mère aimait les lys. J'ai pensé que si elle les voyait, elle s'adoucirait peut-être. Peut-être qu'elle dirait à mon père que cette querelle avait assez duré. Mais les lys restaient là, flétrissant dans l'humidité. Non, ai-je dit à Andrew, ma voix sonnant plus posée que je ne me sentais. Nous n'attendons pas. Ils ne viendront pas. Andrew m'a fait un signe de tête bref. Il m'a serré l'épaule, une prise ferme et rassurante, et a fait signe à l'officiant. La musique a commencé. Sarah a descendu l'allée et elle était époustouflante. Pendant un instant, la colère a disparu. Elle était la seule personne qui me connaissait vraiment, celle qui savait à quel point ces chaises vides faisaient mal. Et pourtant, elle me regardait avec assez d'amour pour remplir tout le vignoble. Nous avons prononcé nos vœux. J'ai promis de la protéger, de l'honorer, et en prononçant ces mots, j'ai réalisé que je me faisais aussi une promesse à moi-même. J'en avais fini de courir après des gens qui ne voulaient pas être rattrapés. La cérémonie a pris fin. Nous sommes remontés dans l'allée en tant que mari et femme. Les gens ont applaudi. Du riz a été jeté. Mais alors que nous tournions le coin pour nous diriger vers la tente de réception, la façade s'est fissurée. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon smoking. Je me suis dit que je vérifiais juste l'heure, mais je savais que je mentais. Je cherchais un SMS, un appel, une excuse, peut-être un pneu crevé, peut-être une urgence médicale. Tout était mieux que le silence de leur choix. Il y avait une notification. Mon cœur a bondi dans ma gorge. C'était de papa. J'ai arrêté de marcher. Sarah s'est arrêtée avec moi, sa main serrant la mienne. C'est eux, a-t-elle demandé, sa voix douce. J'ai ouvert le message. Il n'y avait aucune félicitation. Aucun, désolé d'avoir manqué ça. Aucun, j'espère que le temps a tenu bon. Le texte disait, puisque tu as économisé tellement d'argent en n'ayant pas de famille à ton mariage, tu paieras la compte pour la salle de Caleb. C'est juste. J'ai besoin de 8400 $ transférés d'ici mardi. Ne nous embarrasse pas. J'ai fixé l'écran. Les chiffres se sont brouillés. 8400 $. Josh, a demandé Sarah, se penchant pour regarder l'écran. Elle l'a lu et j'ai senti son corps se raidir à côté du mien. Il t'a envoyé une facture le jour de notre mariage. J'ai laissé échapper un rire. C'était un rire sec, sans humour, qui m'a un peu effrayé. Oui, il l'a fait. Mon père, Thomas, était un homme de logique, ou du moins de sa propre version tordue de la logique. Pour lui, les relations étaient transactionnelles. J'étais l'investissement censé rapporter des dividendes. Caleb, mon jeune frère, était l'actif de luxe qui nécessitait un entretien. Caleb allait se marier en août, dans 2 mois.
Il voulait une réception au Grand Hôtel en centre-ville, un endroit où les assiettes commençaient à $150 par personne. J'avais choisi un vignoble spécifiquement parce que c'était beau mais abordable. Nous avons tout payé nous-mêmes, chaque centime. Ils pensent que parce qu'ils m'ont boycotté, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais pas laissé échapper depuis des années, que j'ai économisé de l'argent sur leur dîner et que cet argent appartient donc à Caleb. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a dit Sarah, ses yeux brillants. Ce n'est pas comme ça que ça marche du tout, Josh. N'ose pas répondre. Je ne le ferai pas, ai-je dit. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes allés à la réception. Nous avons dansé. Nous avons bu du champagne. J'ai souri pour les photos. J'ai serré la main de l'oncle de Sarah, Bob, qui m'a dit que j'étais un homme bien et m'a accueilli dans la famille. Je me suis maîtrisé, mais au fond de mon esprit, ce message brûlait un trou dans ma poche. 8400 $. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le sentiment d'avoir droit. Mon père était un capitaine de pompiers à la retraite. C'était un pilier de la communauté. Tout le monde respectait Thomas. Il voyait le héros qui courait dans les bâtiments en feu. Il ne voyait pas l'homme qui dirigeait sa maison comme une dictature. Il ne voyait pas l'homme qui m'avait conditionné depuis l'âge de 16 ans à croire que ma valeur était mesurée à ma capacité de subvenir aux besoins de la famille. Je me suis souvenu quand j'ai eu mon premier emploi à emballer les courses. Papa prenait 40% de mon salaire. Logement et nourriture, c'est ce qu'il appelait ça. J'avais 16 ans quand Caleb a eu son premier emploi à 20 ans. Papa l'a laissé garder chaque centime parce que, Caleb a besoin de profiter de sa jeunesse. J'ai regardé Sarah de l'autre côté de la piste de danse, riant avec ses demoiselles d'honneur. Elle méritait mieux qu'un mari qui était un paillasson. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai commandé un bourbon. Sec. Andrew s'est approché de moi. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Mon père veut que je paie la salle de mariage de Caleb », ai-je dit d'un ton monocorde. Andrew s'est étouffé avec sa bière. « Tu plaisantes. Il n'est pas venu au tien, mais il veut que tu finances le sien. Il dit que c'est juste parce que j'ai économisé de l'argent sur leurs assiettes. » Andrew a posé sa bière lourdement sur le comptoir. « Ce n'est pas de la justice, Josh. C'est du racket. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est de l'extorsion. » Je sais, ai-je dit. J'ai bu une gorgée de bourbon. Ça a brûlé, me ramenant à la réalité. J'en ai assez, Andrew. Je crois que j'en ai enfin assez. Bien, a dit Andrew. Parce que si tu paies ça, je vais te botter le cul moi-même. La nuit s'est achevée. Nous avons dit au revoir. Nous sommes montés dans la voiture, le panneau « Juste marié » accroché au pare-chocs arrière. C'était censé être le début de notre lune de miel. Nous ne partions pas en voyage immédiatement. Nous devions tous les deux travailler plus tard dans la semaine, mais nous avions 2 jours de congé ensemble. Alors que je nous ramenais à la maison, le silence dans la voiture n'était pas gênant, mais il était lourd. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Sarah doucement. « Je vais m'en occuper, ai-je dit. Je le promets. » Nous nous sommes garés dans notre allée vers 1h du matin. C'était une maison modeste, une maison à rénover que nous avions achetée il y a 3 ans. J'adorais cette maison. C'était la première chose que j'avais jamais possédée sans que le nom de mon père y soit attaché. Du moins, c'est ce que j'aimais me dire. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai porté Sarah au-delà du seuil, essayant de maintenir la tradition malgré l'ambiance. Elle a rié, pendant une seconde, les choses ont semblé normales. Puis nous sommes entrés dans la cuisine. Là, posée sur l'îlot central, il y avait une canette de bière. Spécifiquement, une marque générique bon marché de bière légère, le genre que mon père buvait. J'ai figé. Sarah a halté. On a laissé ça dehors, a-t-elle demandé. On ne boit pas cette marque, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Je me suis approché du comptoir. À côté de la canette de bière, il y avait un jeu de clés. Mes doubles des clés de la maison, celles que j'avais données à ma mère pour les urgences il y a 3 ans. Mon père était ici pendant que nous étions à notre mariage, le mariage auquel il avait refusé d'assister. Il s'était introduit chez moi. Il s'était assis dans ma cuisine,
avait bu une bière et avait laissé ses clés sur le comptoir. C'était un message. Je peux aller et venir à ma guise. Tu ne peux pas me verrouiller dehors. Le message était la demande. Les clés étaient la menace. J'ai regardé Sarah. Son visage était pâle. Il était là, dans notre maison. Oui. Je ne me sens pas en sécurité, Josh, a-t-elle chuchoté. Ça a brisé quelque chose en moi. Entendre ma femme dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans sa propre maison à cause de mon père. J'ai ressorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé Sarah. Il veut un virement. J'ai dit, je vais lui faire un virement. J'ai navigué jusqu'à la page de virement. J'ai sélectionné le compte de mon père, celui auquel j'avais envoyé des milliers de dollars au fil des ans pour des urgences familiales, des réparations automobiles et des frais médicaux que l'assurance n'était soi-disant pas censée couvrir. J'ai tapé le montant, $1, dans la ligne du mémo où j'écrivais habituellement « Je t'aime » ou « Pour les factures ». J'ai tapé « Meilleurs vœux pour Caleb. Tu vas en avoir besoin ». J'ai appuyé sur Envoyer. Puis j'ai ouvert Google et j'ai cherché « Serrurier 24H24 ». Prépare un sac pour la nuit, ai-je dit à Sarah. On ne dort pas tant que cette maison n'est pas sécurisée. Josh, il est 1h30 du matin, a-t-elle dit. Je m'en fiche, ai-je répondu en composant le numéro. Personne n'entre plus dans cette maison sans ma permission. L'abonnement à ma vie est annulé. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix ensommeillée ne réponde. Serrurerie citadine. C'est Nicolas. J'ai besoin d'un changement de serrure d'urgence, ai-je dit, coupant court. Les portes extérieures, toutes. Peine dormant et poignée. Il y a eu une pause à l'autre bout. Le bruit de drap qui bouge. Monsieur, il est presque 2 heures du matin. Les tarifs d'urgence sont doublés. Vous êtes sûr que ça ne peut pas attendre le lever du soleil? Je me fiche du coup, ai-je dit, regardant la canette de bière sur mon comptoir comme s'il s'agissait d'un isotope radioactif. Je vous veux ici maintenant. Je paierai le triple si vous pouvez être là dans 20 minutes. En route, a dit Nicolas, le sommeil instantanément parti de sa voix. J'ai raccroché et je me suis tourné vers Sarah. Elle tenait les clés de rechange que mon père avait laissées. La manifestation physique de sa domination. Il ne les avait pas seulement laissées. Il les avait exposées. Il voulait que je sache que ma vie privée était un privilège qu'il accordait, pas un droit que je possédais. Je vais vérifier le reste de la maison, lui ai-je dit. Reste ici. J'ai traversé le couloir, vérifiant chaque pièce, la chambre d'amis, la salle de bain, notre chambre. Rien ne semblait déranger, mais l'air était lourd, vicié. J'ai ouvert mon placard. Mes vêtements étaient légèrement déplacés. Avait-il fouillé mes poches? Avait-il cherché des documents financiers? J'ai vérifié le petit coffre-fort dans le sol du placard. Il était toujours verrouillé. Je suis retourné à la cuisine. Il n'a rien pris, ai-je dit, il voulait juste marquer son territoire. Sarah était en colère maintenant. Le choc était passé. Il a sauté notre mariage pour s'introduire chez nous. Qui fait ça, Josh? Quel genre de père fait ça? Le genre qui pense qu'il possède ses enfants, ai-je marmonné. 20 minutes plus tard, une fourgonnette s'est garée dans l'allée. Nicolas était un grand gaillard, barbu, portant une combinaison qui avait connu des jours meilleurs. Il m'a regardé, puis Sarah, puis la canette de bière que je n'avais toujours pas jetée. « Effraction » a-t-il demandé, sortant une boîte à outils de sa camionnette. « Famille » ai-je dit. Nicolas a hoché lentement la tête. « Ah, parfois c'est pire. » Il s'est mis au travail. Le son de la perceuse mordant dans le métal de la porte d'entrée était le son le plus fort du quartier. Pour moi, cela sonnait comme la liberté. Cela sonnait comme des chaînes qui se brisaient. Pendant que Nicolas travaillait, mon téléphone a sonné. C'était papa. Il devait avoir reçu la notification de la banque. SMS, c'est une blague? Je vois $1. Tu as oublié quelques zéros. Corrige ça. Je n'ai pas répondu. SMS, Joshua, ne joue pas à ça avec moi. Caleb compte sur ça. Tu as une responsabilité envers cette famille.
J'ai regardé Nicolas remplacer la gâche sur le cadre de la porte. Hey, Nicolas. Oui. Pouvez-vous installer ces peines dormants haute sécurité? Ceux qui sont à l'épreuve des cambrioleurs. Les médicaux. Cher, mais oui, ils sont pratiquement de qualité forteresse. Faites-le, ai-je dit. Mon téléphone a sonné à nouveau. SMS, tu es égoïste. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai mis un toit sur la tête. Je t'ai fait devenir un homme. Tu vas jeter ça pour un acompte? Réponds au téléphone. J'ai éteint le téléphone. Il a fallu 2 heures à Nicolas pour terminer le travail. Porte d'entrée, porte arrière et porte latérale menant au garage. Au moment où il a eu fini, il était presque 4 heures du matin. Je lui ai fait un chèque de 850 $. C'était beaucoup d'argent, mais comparé aux 8400 $ que mon père voulait, cela semblait être une bonne affaire. Voici vos nouvelles clés, a dit Nicolas, me tendant 4 clés en laiton brillantes. Seules les personnes avec celles-ci peuvent entrer. Même s'ils ont les anciennes, elles ne feront même pas tourner le cylindre. Merci, Nicolas. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Il m'a regardé avec un sourire compatissant. J'ai une ex-femme, mon ami. J'en ai une petite idée. Après son départ, Sarah et moi sommes restés dans la cuisine. J'ai pris les vieilles clés, celles que mes parents avaient, et la canette de bière. Je suis allé au garage, je les ai jetées dans la poubelle et j'ai roulé la poubelle jusqu'au trottoir. Le jour des poubelles était demain. Cela me semblait poétique. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Nous sommes restés au lit, écoutant la maison s'installer. Chaque craquement me tendait, mais ensuite je me souvenais des nouveaux peines dormants. Le lendemain matin, les conséquences ont commencé. J'ai rallumé mon téléphone vers 9 heures du matin. 17 appels manqués, 12 SMS pour des messages vocaux. La plupart venaient de papa. 2 de Caleb. 1 de maman. J'ai d'abord écouté le message vocal de maman. Sa voix était tremblante, petite. Joshua, s'il te plaît. Ton père est très en colère. Envoie juste l'argent. Tu sais comment il est. Nous ne voulons pas d'ennui. Fais juste. Fais ce qui est juste pour ton frère. C'était maman, la pacificatrice, la facilitatrice. Elle ne criait jamais. Elle n'exigeait jamais. Elle se contentait de culpabiliser. Elle vous faisait sentir que c'était vous qui causiez le chaos en refusant de vous soumettre au tyran. Je l'ai supprimé. Puis j'ai écouté celui de Caleb. Frérot, sérieusement, la salle a besoin du chèque d'ici mardi ou nous perdons la date. Papa dit que tu retiens l'argent. Ne sois pas un con, mec. Tu sais que je suis bon pour ça. Je te rembourserai plus tard. J'ai éclaté de rire. Caleb n'avait jamais remboursé personne de sa vie. C'était l'enfant chéri. Le soleil se levait et se couchait sur ses caprices. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Sarah était assise en face de moi, faisant défiler son iPad. Ils font exploser mon téléphone aussi, a-t-elle dit sans lever les yeux. Ton père m'a envoyé un SMS. Il a dit que je devais te faire entendre raison. Bloque-le, ai-je dit. C'est déjà fait. Elle a levé les yeux, ses yeux féroces. Alors, c'est quoi le plan? Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Je sais, ai-je dit. Le plan est simple. Nous allons au travail. Nous vivons nos vies et nous ne leur donnons pas un centime. Pas un seul centime. Ils savent où nous vivons. Josh, qu'ils viennent, ai-je dit, même si mon estomac se tordait à cette pensée. Je veux les voir essayer d'entrer avec ces clés. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'hypervigilance. Je m'attendais à ce que le camion de mon père rugisse dans l'allée à tout moment, mais le dimanche est passé tranquillement. Le silence était presque pire que les cris. C'était le silence d'un prédateur traquant sa proie. Lundi matin, je suis retourné travailler à la station. Je suis ambulancier. C'est un travail qui exige de la concentration. On ne peut pas penser à ses problèmes familiaux quand on essaie d'intuber un gars à l'arrière d'un véhicule en mouvement. Andrew était mon partenaire ce jour-là. Alors que nous vérifions l'équipement de l'ambulance, il m'a regardé. Tu as l'air mal en point, Josh. Merci.
J'ai dormi environ 3 heures. Tu l'as payé? Je lui ai envoyé $1, ai-je dit. Andrew a arrêté de vérifier la bouteille d'oxygène. Il a eu un sourire lent et large. Tu lui as envoyé $1. C'est légendaire et aussi dangereux. Thomas n'aime pas être moqué. Il s'est introduit chez moi, Andrew. Il a laissé une canette de bière sur le comptoir. Le visage d'Andrew s'est assombri. Ok, donc nous sommes passés du différend familial au délit d'intrusion criminelle. J'ai changé les serrures. Bien, mais fais attention. Les gens comme ton père. Quand ils perdent le contrôle, ils essaient de tout brûler. Andrew avait raison. Je ne savais tout simplement pas à quel point il avait raison. Le mardi est passé. La date limite pour l'acompte de la salle. Mon téléphone était étonnamment silencieux. Pas d'appel, pas de SMS. Le mercredi est arrivé. Toujours rien. J'ai commencé à me détendre. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Peut-être qu'ils avaient trouvé un autre pigeon pour payer le mariage. Peut-être, juste peut-être, mon père avait-il réalisé qu'il était allé trop loin. J'étais naïf. Le jeudi après-midi, je suis rentré d'un quart de 24 heures. J'étais épuisé. J'ai garé ma voiture, une berline délabrée avec 150 000 km au compteur, à côté du SUV compact de Sarah. Je me suis dirigé vers la boîte aux lettres. Elle était pleine à craquer. J'ai feuilleté le courrier. Pub, facture, pub, facture, puis une épaisse enveloppe. Courrier recommandé. Adresse de l'expéditeur. Les cabinets d'avocats Davison et Associés. J'ai froncé les sourcils. Je ne connaissais aucun Davison. J'ai déchiré l'enveloppe là, dans l'allée. J'ai sorti une pile de documents juridiques. Assignation et plainte. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique dense. Plaignant Thomas Miller. Défendeur Joshua Miller. Mes mains ont commencé à trembler. Chef d'accusation 1, fraude. Chef d'accusation 2, détournement de fonds. Chef d'accusation 3, maltraitance des personnes âgées. Je me suis appuyé contre ma voiture, sentant le sang se retirer de mon visage. Allégation, le défendeur, Joshua Miller, utilisant son accès médical et son influence indue, a frauduleusement modifié la désignation du bénéficiaire de l'assurance vie de la grand-mère décédée, et Eleanor Miller, s'appropriant ainsi des fonds d'un montant de $16 800. J'ai halté. 16 800 $. Ma grand-mère était décédée il y a 2 ans. Elle m'avait laissé une petite police, juste assez pour couvrir ses funérailles et un petit extra. J'avais utilisé cet argent exactement comme elle l'avait demandé pour son enterrement et pour rembourser certaines de ses dettes restantes. Mais le chiffre de 16 800 $, c'était exactement le double des 8 400 $ que mon père voulait pour le mariage de Caleb. Il ne me poursuivait pas seulement. Il essayait de m'incriminer. Il m'accusait de voler une femme morte pour détruire ma réputation, mettre en péril ma licence d'ambulancier et me forcer à transiger. Il ne voulait pas de justice. Il voulait un levier. J'ai regardé la maison, ma forteresse avec les nouvelles serrures. Il l'avait gardée physiquement à l'extérieur, mais il avait trouvé un moyen d'entrer légalement. « Tu veux une guerre, papa ?» ai-je chuchoté à l'allée vide. « D'accord, tu l'as. » Je suis entré et j'ai jeté les documents juridiques sur la table de la cuisine. Le bruit sourd qu'ils ont fait a ressemblé à un coup de marteau qui s'abattait sur ma vie. Sarah est entrée un instant plus tard, a vu mon visage, puis les papiers. Elle n'a pas demandé. Elle les a juste pris et a commencé à lire. Maltraitance des personnes âgées, a-t-elle chuchoté, horrifiée. Il t'accuse de maltraitance des personnes âgées? Tu étais le seul à rendre visite à Nana à la maison de retraite. Tu étais celui qui la nourrissait à la cuillère quand ses mains tremblaient trop. Il le sait, ai-je dit, arpentant la cuisine. Il ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie de la licence. C'était le coup de grâce. Dans mon état, si vous avez une accusation en instance ou un jugement civil impliquant la fraude ou la maltraitance des personnes âgées, votre licence d'ambulancier est automatiquement suspendue en attendant l'enquête. Si je perdais ma licence, je perdais mon revenu. Si je perdais mon revenu, je ne pouvais pas payer l'hypothèque. Il visait la jugulaire. Pourquoi, a demandé Sarah, les larmes aux yeux.
Pourquoi te déteste-t-il autant? Il ne me déteste pas, ai-je dit, arrêtant mes allées et venues. Il pense juste que je suis un outil qui a cessé de fonctionner. Et quand un outil cesse de fonctionner, on le martèle jusqu'à ce qu'il fonctionne. Pour comprendre pourquoi cela se produisait, il faut comprendre l'argent. Dans ma famille, l'argent n'était pas une monnaie. C'était une arme. Il y a 6 ans, je voulais aller à l'école d'ambulancier. Le programme coûtait 12 350 $. Je n'avais pas encore le crédit pour un prêt parce que j'étais jeune et papa ne m'avait jamais laissé construire un historique financier. Papa est intervenu. Je vais le payer, a-t-il dit. Il a joué le patriarche bienveillant. Je couvrirai tes frais de scolarité. Tu te concentres sur tes études. J'ai pensé qu'il était un père. Je me suis trompé. C'était un usurier. Dès que j'ai obtenu mon diplôme et mon premier emploi, le plan de remboursement a commencé. Mais ce n'était pas seulement les 12 350 $. Il a ajouté des intérêts. Il a ajouté des frais administratifs. Il a ajouté le coût de l'essence qu'il a utilisé pour me conduire 2 fois en classe. Pendant 3 ans, je lui ai payé 500 $ par mois. Chaque mois, si j'avais un jour de retard, il se présentait à ma station et faisait une scène devant mon capitaine. Un homme paie ses dettes, Joshua, Beglail. J'ai calculé une fois. Je lui avais remboursé près de 18 000 $ pour un prêt de 12 000 $. Pendant ce temps, il y avait Caleb. Quand Caleb a eu 21 ans, alors que je mangeais des nouilles ramen pour payer l'usure de papa, je suis arrivé dans l'allée pour le dîner du dimanche et je l'ai vu. Un tout nouveau Porsche Macan, jantes noires brillantes, un ruban rouge sur le capot. Caleb sautait de joie, criant. Maman applaudissait. Papa rayonnait de fierté, la poitrine bombée. C'est la voiture de qui? Avais-je demandé stupidement. C'est le cadeau d'anniversaire de Caleb, a gazouillé maman. N'est-ce pas magnifique? J'ai regardé papa. Tu lui as acheté une Porsche. Tu m'as dit la semaine dernière que tu étais à court d'argent quand j'ai demandé à reporter mon paiement. Le visage de papa s'est durci. C'est différent, Joshua. Caleb a besoin d'un véhicule fiable pour se rendre à ses stages. L'image compte dans les affaires. Caleb n'avait pas de stage. Caleb était un DJ indépendant qui travaillait peut-être 2 week-ends par mois. Je conduis une Honda de 10 ans qui fuit de l'huile, ai-je dit. Et je te paie 500 $ par mois pour l'école. Caleb a-t-il payé pour ça? Papa s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel. Tu es le frère aîné. Tu es censé te sacrifier. Caleb est délicat. Il a besoin d'aide. Tu as un métier. Tu peux travailler. Ne sois pas jaloux. C'est laid. La jalousie? Non, c'était de la rage. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que les règles étaient truquées. J'étais le cheval de trait. Caleb était le poney de spectacle. Il y a 6 mois, j'ai finalement craqué. J'ai contracté un prêt personnel auprès d'une caisse de crédit. Sarah m'a aidé à co-signer, et j'ai fait un chèque à papa pour le solde restant des frais de scolarité, plus 1000 $ supplémentaires juste pour le faire taire. Je l'ai envoyé par courrier recommandé avec une lettre, payée en totalité. Ne me demande plus jamais d'argent. Il n'a jamais encaissé le chèque. Il l'a déchiré et m'a dit, je ne veux pas de l'argent de ta banque. Je veux que tu respectes les paiements hebdomadaires. Cela forge le caractère. J'ai arrêté de le payer de toute façon. C'est à ce moment-là que la guerre froide a commencé. C'est pourquoi les rangées étaient vides à mon mariage. Et maintenant, ce procès. Nous avons besoin d'un avocat, ai-je dit à Sarah. Un vrai, pas le gars qui a fait notre clôture. Nous n'avons pas d'argent pour un avocat de haut vol, Josh, a-t-elle dit en regardant notre tableau budgétaire sur le réfrigérateur. Nous avons le fonds de la maison, ai-je dit. L'argent de la rénovation. C'est pour la chambre de bébé, a-t-elle dit doucement. Nous essayons de tomber enceinte. Nous voulions aménager la chambre d'amis. Je l'ai regardé et mon cœur s'est brisé. Je sais, mais si je perds ma licence, il n'y aura pas de chambre de bébé. Il n'y aura pas de maison. Elle a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. D'accord, trouve le requin. J'ai appelé Andrew. Qui est cet avocat dont tu m'as parlé?
Celui qui a fait acquitter l'ambulancier de cette accusation de négligence l'année dernière. Lincoln, a dit Andrew immédiatement. Lincoln grave. Il est cher. Il s'habille comme s'il était dans un film de gangster et il déteste tout le monde. Il est parfait. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain matin. Le bureau de Lincoln Grave sentait le vieux cuir et le parfum cher. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux traits anguleux, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il ne m'a pas offert de café. Il m'a juste tendu la main pour l'assignation. Il l'a lu en silence. Ses yeux ont parcouru les pages, son expression illisible. Après 5 minutes, il a jeté les papiers sur son bureau en acajou. « Foutaise », a-t-il dit. « Excusez-moi », ai-je demandé. La poursuite est une foutaise. Elle est mal rédigée. Les allégations sont vagues et la chronologie n'a pas de sens. Il s'est adossé à sa chaise. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse. Une poursuite de pacotille peut quand même ruiner votre vie si elle tient. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre père? Oui. Pourquoi? Il veut de l'argent pour le mariage de mon frère. J'ai refusé. Lincoln a laissé échapper un bref rire sec. Ah, le syndrome de l'enfant chéri. Je vois ça tout le temps au tribunal des successions. Mais poursuivre pour fraude à l'assurance alors que la mère est encore en vie. C'est audacieux, ou stupide. Il dit que j'ai falsifié la signature de grand-mère pour changer le bénéficiaire à mon nom. Lincoln a tapoté son stylo sur le bureau. L'avez-vous fait? Non. Grand-mère l'a changé elle-même 6 mois avant de mourir. Elle savait que mon père le dépenserait pour les dettes de jeu de Caleb ou des voitures. Elle voulait s'assurer que ses funérailles étaient payées. Pouvez-vous le prouver? J'ai les documents originaux de la police et le registre du notaire. Bien. Lincoln s'est levé. Voici ce que nous allons faire. Nous n'allons pas seulement nous défendre. Nous allons contre-attaquer pour abus de procédure, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous allons rendre cela si douloureux pour votre père qu'il souhaitera n'avoir jamais appris à envoyer des SMS. Je veux juste qu'il nous laisse tranquilles, ai-je dit. Non, ce n'est pas ce que vous voulez, a dit Lincoln, ses yeux froids. Vous voulez gagner parce que les hommes comme votre père ne s'arrêtent pas tant qu'ils ne sont pas battus. Ils considèrent la miséricorde comme une faiblesse. Voulez-vous être faible, Joshua? Ou voulez-vous être libre? J'ai pensé aux chaises vides. J'ai pensé à la canette de bière. J'ai pensé à Sarah effrayée dans sa propre cuisine. Je veux être libre, ai-je dit. Alors faites-moi un chèque de provision de $5000, a dit Lincoln. Et ne dites absolument rien à votre père. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger, mais aussi terrifié. Je venais de déclarer la guerre totale à ma propre famille. Je pensais que les choses iraient lentement. Les batailles juridiques prennent généralement des mois. Mais mon père n'était pas patient. Il a réalisé que je ne répondais pas immédiatement à l'assignation, alors il a décidé d'intensifier. Il a décidé de s'en prendre à la maison. Samedi matin, 7h15. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. Le soleil se levait à peine, projetant de longues ombres sur la pelouse. C'était censé être un week-end paisible. Puis j'ai vu les lumières clignotantes se refléter sur la fenêtre de la cuisine, bleues et rouges. Mon estomac s'est noué. J'ai marché jusqu'à la fenêtre avant et j'ai regardé à travers les stores. Il y avait une voiture de shérif garée sur le trottoir, et juste derrière, le pick-up de mon père. Mon père était debout sur la pelouse, gesticulant sauvagement. À côté de lui se tenait maman, regardant le sol, et face à eux, un adjoint du shérif. « Sarah » ai-je crié en courant dans le couloir. « Réveille-toi. Ils sont là. » Sarah est sortie de la chambre en trébuchant, vêtue de sa robe de chambre. « Qui ? » ?»« Papa, maman et les flics. »« Les flics ? Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. Reste à l'intérieur. Garde ton téléphone en mode enregistrement. » J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sur le porche. L'air du matin était frais, mais je transpirais. Dès que papa m'a vu, il a pointé un doigt comme une arme. Le voilà. C'est le voleur. C'est l'occupant sans droit ni titre. L'adjoint s'est tourné vers moi.
C'était Isaiah. Je le connaissais. Pas bien, mais nous avions été sur des scènes ensemble. C'était un homme décent, strict, mais généralement juste. Bonjour, Isaiah, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. J'ai descendu les marches, m'arrêtant à mi-chemin. Je ne voulais pas descendre à leur niveau. Je voulais le terrain élevé, littéralement. Joshua, a dit Isaiah, touchant le bord de son chapeau. Il avait l'air mal à l'aise. Votre père nous a appelés. Il a une plainte concernant l'accès à la propriété. L'accès. J'ai regardé papa. Il était rouge de colère, vibrant de rage. Il a changé les serrures, a crié papa. J'ai essayé d'entrer pour prendre mes outils dans le garage et ma clé ne fonctionnait pas. Je possède cette maison. Il n'a pas le droit de me verrouiller hors de ma propre propriété. Il a brandi un morceau de papier. J'ai l'acte ici. J'ai co-signé pour cette maison. C'est mon bien. J'ai regardé maman. Elle n'a pas croisé mon regard. Elle se tordait les mains. Une habitude nerveuse qu'elle avait depuis des années. Elle savait que c'était mal, mais elle avait trop peur de l'arrêter. Est-ce vrai, Joshua, a demandé Isaiah. Son nom figure-t-il sur le titre? Il a co-signé l'hypothèque il y a 3 ans, ai-je dit. Parce que la banque l'exigeait à l'époque. Ah, a crié papa triomphalement. Vous voyez, co-signé. Cela signifie que je suis propriétaire. Et en vertu de la loi de l'État, vous ne pouvez pas verrouiller un propriétaire hors de sa résidence principale. Arrêtez-le pour expulsion illégale. Il appréciait ça. Il jouait pour les voisins. J'ai vu Ryan, mon voisin d'à côté, regarder derrière ses rideaux. Papa pensait qu'il m'avait mis échec et mat. Il pensait que j'étais toujours le gamin effrayé qui ne comprenait rien aux finances. Il pensait que je ne connaissais pas les papiers, mais il avait oublié quelque chose. Il avait oublié l'année sombre. Il y a 3 ans, juste après que nous ayons acheté la maison, papa a été poursuivi en justice. Un conflit commercial désordonné impliquant un travail de construction bâclé sur lequel il avait été consultant. Il était terrifié à l'idée de tout perdre. Il s'est empressé de cacher ses biens. Il est venu me voir paniquer. Josh, s'ils voient mon nom sur ta maison, ils y mettront un privilège. Nous devons temporairement retirer mon nom du titre de propriété. Alors, nous sommes allés chez un notaire. Il a signé un acte de renonciation. Un document qui lui transférait légalement tous ses intérêts dans la propriété. Il l'a fait pour sauver sa propre peau. Plus tard, la poursuite contre lui a été abandonnée. Il a oublié l'acte. Il n'a jamais demandé à être réintégré et je ne le lui ai jamais rappelé. J'ai regardé Isaiah. Puis-je entrer et récupérer un document? Faites vite, a dit Isaiah. Je suis entré. Sarah filmait depuis la fenêtre. Tu as ça, a-t-elle demandé. Regarde ça, ai-je dit. Je suis allé au coffre-fort. J'ai sorti le dossier marqué « Maison ». J'ai trouvé l'acte de renonciation tamponné, notarié et enregistré auprès du greffier du comté. Je suis ressorti. Papa avait un sourire narquois. Prépare tes valises, mon garçon. Nous vendons la maison pour payer le mariage. Puisque tu ne donneras pas d'argent, nous allons liquider le bien. J'ai tendu le papier à Isaiah. Qu'est-ce que c'est, a claqué papa. Ça, ai-je dit, c'est un acte de renonciation signé par Thomas Miller, daté du 14 octobre 2021. Renonçant à tous les droits, titres et intérêts dans la propriété à Joshua Miller. Isaiah a lu le document. Il a vérifié le sceau. Il a vérifié le timbre d'enregistrement. Il a levé les yeux vers papa. Son expression avait changé. La sympathie avait disparu. Monsieur Miller, a dit Isaiah, sa voix prenant ce ton officiel de policier. Est-ce votre signature? Papa a plissé les yeux sur le papier, son visage est passé du rouge au violet. Il a essayé de l'attraper, mais Isaiah l'a retiré. C'était juste une formalité, a balbutié papa. Nous ne le pensions pas. C'était juste sur papier. Aux yeux de la loi, le papier est tout ce qui compte, a dit Isaiah. Selon ceci, vous n'avez aucune propriété de cette maison. Vous n'êtes pas un locataire. Vous n'êtes pas un résident.
Isaiah s'est tourné vers moi. Le voulez-vous ici? Non, ai-je dit clairement. Je veux qu'il parte et qu'il soit expulsé pour intrusion. S'il revient, je veux qu'il soit arrêté. Espèce de petite crapule ingrate. Papa s'est jeté vers les escaliers. Isaiah s'est interposé entre nous, sa main posée sur sa ceinture, ne tirant pas une arme, mais un avertissement. Monsieur, reculez maintenant. Papa a figé. Il a regardé Isaiah, puis moi. Pour la première fois, j'ai vu une peur véritable dans ses yeux. Il n'était plus le capitaine. C'était juste un vieil homme en colère sur une pelouse qu'il ne possédait pas. Tu voles ma maison, a sifflé papa. Après tout ce que j'ai sacrifié. Tu l'as donné pour te sauver, ai-je dit froidement. Tu as oublié. Pas moi. Isaiah a pointé le camion. Monsieur Miller, montez dans votre véhicule. Vous partez. Si vous revenez à cette adresse, vous serez placé en garde à vue pour intrusion criminelle et harcèlement. Comprenez-vous? Maman a finalement parlé. Thomas, s'il te plaît. Allons-y. Elle lui a tiré la manche. Papa a retiré son bras. Il m'a regardé avec une haine pure. Ce n'est pas fini. La date du tribunal arrive. Tu te crois malin? Attends que le juge voie ce que tu as fait à ta grand-mère. Tu seras en prison et je prendrai la maison de toute façon en guise de réparation. Montez dans le camion, a aboyé Isaiah. Ils sont montés. Le moteur a rugi. Papa a démarré en trombe, laissant des traces de pneus sur l'asphalte. Isaiah s'est tourné vers moi. Je suis désolé pour ça, Josh. Les histoires de famille. C'est compliqué. Merci, Isaiah. Puis-je avoir une copie du rapport? Je le déposerai. Ça aidera votre avocat. J'ai regardé la voiture de patrouille s'éloigner. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. J'avais tenu bon. J'avais gagné la bataille. Mais la guerre se dirigeait vers la salle d'audience. Et papa avait une dernière carte à jouer, l'accusation de fraude. Il était convaincu de pouvoir me faire porter le chapeau pour le vol d'assurance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Lincoln et moi avions trouvé autre chose. Quelque chose d'enfoui profondément dans les dossiers financiers, quelque chose qui allait transformer son accusation en confession. Les semaines précédant la date du tribunal ont été un tourbillon de stress et de préparation. L'ordonnance restrictive que j'ai déposée après le raid à l'aube a éloigné papa physiquement, mais sa présence planait sur nous comme un nuage d'orage. Caleb m'a envoyé des messages de numéros jetables. Tu ruines la famille. Maman pleure tous les jours. Paie juste l'argent et laisse tomber l'histoire de la maison. Je n'ai pas répondu. J'étais concentré sur l'enquête. Lincoln avait engagé un expert comptable judiciaire. Nous devions prouver non seulement que je n'avais pas volé l'argent de grand-mère, mais aussi montrer le modèle d'abus financier. 3 jours avant le procès, j'étais de nouveau assis dans le bureau de Lincoln. Cette fois, il y avait du café. Nous l'avons trouvé, a dit Lincoln. Il a posé un épais classeur sur le bureau. Trouvé quoi? Les 16 800 $. Lincoln a dit, votre père prétend que vous l'avez volé de l'indemnité d'assurance, mais nous avons assigné les relevés bancaires du compte où le chèque a été déposé. Il a ouvert le classeur. Le chèque a été déposé sur un compte à la First National. Un compte au nom de Joshua Miller. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas de compte à la First National. Exactement, a dit Lincoln. Mais quelqu'un en a ouvert un à votre nom en utilisant votre numéro de sécurité sociale. En utilisant votre ancienne adresse, l'adresse de vos parents. Il a montré une carte de signature. Regardez la signature. Il était écrit Joshua Miller, mais le J était bouclé. Le M était pointu. Ce n'est pas ma signature, ai-je chuchoté. C'est l'écriture de papa. Il essaie de copier la mienne, mais il boucle toujours le J comme ça. Nous avons fait analyser l'écriture par un expert. C'est une correspondance à 99% avec Thomas Miller. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Papa avait falsifié ma signature pour ouvrir un compte, déposer le chèque de grand-mère, qui était légalement le mien, puis avait retiré l'argent qu'il m'avait volé, et maintenant il me poursuivait pour le même argent qu'il avait volé.
comptant sur le fait que le compte était à mon nom pour me faire paraître coupable. Ça empire, a dit Lincoln. Sa voix était sombre. Nous avons examiné l'historique des retraits de ce compte. Où est allé l'argent? La majeure partie a été retirée en espèces, mais il y a eu un virement électronique. 5 000 $. À qui? À une agence de location de voitures de luxe. Exotic and Elite Rentals. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi papa louerait-il une voiture? Il a son camion. Vérifiez la date, a dit Lincoln. J'ai regardé. Le virement était daté d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ai-je murmuré. Puis ça m'a frappé. Le week-end de l'enterrement de vie de garçon de Caleb. Il avait posté des photos sur Instagram posant avec une Lamborghini. Je pensais qu'il posait juste avec la voiture d'un inconnu. Il a utilisé l'argent de l'assurance volée pour louer une Lamborghini pour Caleb, ai-je dit, ma voix tremblant d'incrédulité. Il a volé mon héritage de grand-mère pour laisser Caleb jouer aux gosses riches le temps d'un week-end. Et maintenant il a besoin de 8 400 $ pour couvrir la compte du mariage parce que la source est à sec, a conclu Lincoln. Il a déshabillé Pierre pour habiller Paul et maintenant il essaie de poursuivre Pierre pour habiller Paul à nouveau. Je me suis penché en arrière sur la chaise. Je me sentais malade. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était un manque total d'humanité. J'étais du bétail pour lui. Ce n'est plus seulement une défense civile, a dit Lincoln. C'est un vol d'identité criminelle, une fraude, un faux. Si nous présentons cela au tribunal, votre père ne perd pas seulement le procès. Il va en prison. Il m'a regardé dans les yeux. Êtes-vous prêt pour ça, Joshua? Une fois que nous sonnons cette cloche, vous ne pouvez plus la faire taire. Il ira en prison. J'ai pensé à maman. J'ai pensé aux vacances. J'ai pensé au barbecue dans le jardin qui n'aurait plus jamais lieu. Puis j'ai pensé aux chaises vides à mon mariage. J'ai pensé aux accusations qui menaçaient ma carrière, la carrière que j'avais bâtie pour sauver des vies. Il était prêt à détruire ma capacité à aider les autres juste pour financer une fête. Il a fait son choix, ai-je dit. Sonnez la cloche. Le palais de justice était glacial. Ils le sont toujours. Ça sent la cire à plancher et l'anxiété. Je me suis assis à la table de l'accusation à côté de Lincoln. De l'autre côté, papa était assis avec un avocat qui semblait courir après les ambulances pour gagner sa vie. Costume mal ajusté, papier désordonné. Caleb était là aussi, assis dans la galerie, l'air ennuyé et agacé, vérifiant sa montre. Maman n'était pas là. J'en étais reconnaissant. Le juge, l'honorable Jonathan était un homme sévère avec des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Affaire numéro 4922, a annoncé l'huissier. Miller contre Miller. L'avocat de papa s'est levé. Votre honneur, il s'agit d'un cas clair de maltraitance financière des personnes âgées. Le défendeur, Joshua Miller, a utilisé sa position de paramédical pour manipuler sa grand-mère mourante et rediriger ses fonds d'assurance vers lui-même. Nous demandons une restitution complète de 16 800 $ plus des dommages-intérêts punitifs. Papa a hoché vigoureusement la tête, regardant le juge avec une expression de chagrin bien rodée. Elle lui faisait confiance, a dit papa hors de son tour, et il a pillé sa tombe. Monsieur Miller, ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole, a claqué le juge. Lincoln s'est levé. Il n'a pas utilisé de notes. Il a juste boutonné sa veste. Votre honneur, les allégations du plaignant sont entièrement fabriquées. Non seulement mon client n'a pas volé ses fonds, mais nous prouverons que le plaignant est celui qui les a détournés en utilisant le vol d'identité pour piéger son propre fils. Un murmure a traversé la salle d'audience. Papa a ricané bruyamment. Preuve, monsieur Grave, a demandé le juge. Pièce à conviction de la défense a dit Lincoln, tendant un dossier à l'huissier. Enregistrement GPS de l'unité d'ambulance du défendeur. Lincoln a projeté une carte sur l'écran du tribunal. Le plaignant affirme que les fonds ont été retirés en personne à une agence de Springfield le 12 novembre à 14 h. Voici le journal GPS de l'ambulance de Joshua Miller. À 14 h ce jour-là, Monsieur Miller répondait à un appel d'arrêt cardiaque sur l'autoroute 95, à 40 miles de l'agence bancaire. À moins que Monsieur Miller ne puisse se téléporter, il n'a pas effectué ce retrait.
L'avocat de papa semblait confus. Il a feuilleté ses papiers. Eh bien, il a montré le virement à Exotic and Elite Rentals. Les fonds volés ont été utilisés pour louer une Lamborghini Huracan, un véhicule qui a été présenté sur le compte de médias sociaux de Caleb Miller, l'autre fils du plaignant. Le week-end du retrait. Lincoln s'est tourné vers papa. Monsieur Miller, avez-vous falsifié la signature de votre fils pour voler son héritage et financer une balade de luxe pour son frère? Objection, a piaillé l'avocat de papa. A bégayé papa. Il a regardé Caleb. Caleb s'enfonçait dans son siège, le visage pâle. Monsieur Miller, a dit le juge, sa voix tonnant. Je regarde ces documents. Cela ressemble à une fraude bancaire. Je suspends ces procédures civiles. Votre honneur, a crié papa, se levant. Il me doit. J'ai payé pour son école. Il me doit cet argent. Peu importe le nom sur le compte. C'est de l'argent de famille. Asseyez-vous, a aboyé l'huissier. Vous ne comprenez pas. Papa était en train de perdre les pédales. Le masque du respectable capitaine des pompiers glissait. Je suis le chef de cette maison. Je décide où va l'argent. Joshua est égoïste. Il a refusé de payer le mariage. J'ai dû prendre ce qui était à moi. La salle d'audience entière est devenue silencieuse. Il venait de confesser. Il justifiait le vol comme un droit parental. Le juge a retiré ses lunettes. Il a regardé papa avec un pur dégoût. Monsieur Miller, vous venez d'admettre la falsification et le vol au procès-verbal. Huissier, veuillez sécuriser la salle d'audience. Je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district immédiatement. Les yeux de papa se sont écarquillés. Quoi? Non. C'est un tribunal civil. Vous ne pouvez pas, deux huissiers sont intervenus. Ils ont saisi les bras de papa. Ne me touchez pas, a crié papa. Il m'a regardé. Joshua, dites-leur. Dites-leur d'arrêter. Je suis votre père. Je suis resté figé. Une partie de moi voulait détourner le regard. Une partie de moi voulait pleurer. Mais la partie de moi qui avait été affûtée par des années de promesses vides et de manipulation a simplement observé. Je me suis levé lentement. J'ai regardé papa dans les yeux. Vous n'êtes pas mon père, ai-je dit, ma voix suffisamment stable pour que la salle puisse l'entendre. Vous êtes juste un homme qui me doit beaucoup d'argent. Joshua, a-t-il crié alors qu'il le menottait. Caleb, fais quelque chose. J'ai regardé la galerie. Caleb était parti. Il s'était faufilé par la porte arrière au moment où les menottes étaient sorties. L'enfant chéri s'était enfui, laissant le roi tomber seul. Le juge m'a regardé. Monsieur Miller, l'affaire contre vous est rejetée avec préjudice, et je veillerai à ce que le procureur de district reçoive toutes ses preuves. Merci, votre honneur, ai-je dit. Je suis sorti de la salle d'audience. Sarah m'attendait dans le couloir. Elle m'a serré dans ses bras et j'ai enfin relâché le souffle que je retenais depuis des mois. C'est fini, a-t-elle demandé. La poursuite est terminée, ai-je dit. Mais le reste ne fait que commencer. Papa était en garde à vue. Caleb était en fuite de ses propres dettes, et je me tenais là, un homme libre. Mais il restait un dernier détail, un autre secret que Lincoln avait trouvé. Quelque chose qui impliquait la seule chose que papa appréciait plus que l'argent. Sa médaille du mérite. Le bruit des menottes qui se referment est distinct. C'est mécanique, froid et définitif. C'était le dernier son que mon père, Thomas Miller, a entendu en tant qu'homme libre. Alors que les huissiers l'escortent par la porte latérale, il ne me regarde pas. Il regarde le siège vide où Caleb était assis quelques instants auparavant. Même dans sa chute, sa préoccupation était pour l'enfant chéri qu'il avait abandonné dès que le navire a commencé à couler. Je suis resté à la table des accusés pendant longtemps après que la salle d'audience se soit vidée. Lincoln, mon avocat, rangeait sa mallette avec l'efficacité décontractée d'un homme qui venait de gagner une partie d'échecs contre un pigeon. « Ça va, Josh ?» a demandé Lincoln, fermant les loquets de sa mallette. « Je ne sais pas, ai-je dit. Honnêtement, je pensais que je me sentirais heureux ou vengé, mais je me sens juste fatigué. »« C'est normal, » a dit Lincoln. « L'adrénaline est une drogue puissante, et vous venez de vous effondrer.
rentrez chez vous, embrassez votre femme. Nous avons beaucoup de paperasse à faire la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui, vous avez terminé. Je suis sorti dans le couloir. Sarah était là, arpentant. Elle a couru vers moi et a enfoui son visage dans ma poitrine. Je l'ai tenue, sentant son shampoing, me ramenant à la réalité que nous étions en sécurité. Mais le couloir n'était pas vide. Ma mère, Martha, se tenait près des ascenseurs. Elle paraissait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés. Elle ne me regardait pas avec soulagement. Elle me regardait avec un mélange de peur et d'accusation. « Joshua » a-t-elle dit. Sa voix tremblait. « Maman » ai-je dit. Je n'ai pas lâché Sarah. « Ils l'ont emmené » a-t-elle chuchoté. « Ils ont emmené ton père à la cellule de détention. » Ils ont dit. Ils ont dit qu'il faisait face à des accusations criminelles. Fraude, vol d'identité, faux. Je sais, ai-je dit. Il a fait ces choses, maman. Elle a fait un pas de plus, ses mains se tordant. Tu dois abandonner les charges, Joshua. Tu dois dire au juge que c'était une erreur. Dis-leur que tu lui as donné la permission. S'il te plaît. Il a 60 ans. Il ne peut pas aller en prison. C'est un capitaine. Je l'ai regardé. Même maintenant, après tout, après l'effraction, l'héritage volé, la Lamborghini, la tentative de détruire ma carrière, elle le protégeait toujours. Elle me demandait toujours de me mettre le feu pour le garder au chaud. Je n'ai pas porté plainte, maman, ai-je dit, ma voix monocorde. L'État l'a fait. Le juge l'a fait. Je ne peux pas l'arrêter même si je le voulais. Et je ne le veux pas. Son visage s'est tordu. Comment peux-tu être si cruel? C'est ton père. Il t'a élevé. Il t'a mis un toit sur la tête. Il m'a volé 16 000 $, ai-je dit, ma voix montant. Il a volé l'argent de grand-mère. Il a essayé de prendre ma maison. Il a essayé de me faire révoquer ma licence d'ambulancier. Il n'a pas agi comme un père, maman. Il a agi comme un criminel. Il l'a fait pour la famille, a-t-elle crié. Il l'a fait pour Caleb. Ton frère avait besoin d'aide. Et ça rend ça acceptable, ai-je demandé, incrédule. Me sacrifier pour Caleb est acceptable? Elle n'a pas répondu. Mais son silence a été la réponse la plus forte que j'ai jamais entendue. Dans son monde, oui, c'était acceptable parce que j'étais la ressource et Caleb la priorité. Rentre chez toi, maman, ai-je dit. Appelle un avocat pour papa. Mais ne m'appelle pas. J'ai pris la main de Sarah et j'ai marché vers l'ascenseur. Au moment où les portes se sont fermées, j'ai vu ma mère debout là, seule, une relique d'une dynastie qui venait de s'effondrer. Les semaines suivantes ont été un accident de voiture au ralenti pour la famille Miller. Lincoln m'a tenu au courant. Le procureur de district n'a pas été indulgent avec papa. Les preuves étaient accablantes. Les données GPS, l'analyse graphologique, les relevés bancaires, c'était une affaire ouverte et simple. Papa a d'abord tenté de plaider non coupable, affirmant que je l'avais verbalement autorisé, mais la transaction exotique and Elite Rentals a été le coup de grâce. Aucun jury ne croirait que j'avais autorisé mon père à voler l'argent des funérailles de ma grand-mère pour louer une Lamborghini à mon frère. Papa a accepté un accord de plaidoyer. 2 ans de prison d'État, suivi de 5 ans de probation et d'une restitution intégrale. Mais voici le coup de théâtre. Papa n'avait pas l'argent. Il l'avait tout dépensé pour la location, l'acompte de la salle de Caleb et pour sauver les apparences. Pour payer la restitution et ses propres frais de justice croissants, papa a dû liquider ses biens. Je me souviens du jour où je suis passé devant ma maison d'enfance. Il y avait un panneau, à vendre, sur la pelouse. Pas n'importe quel panneau, mais un panneau de saisie propriété bancaire y était attaché. Il s'est avéré que papa avait refinancé la maison 3 fois pour financer le style de vie de Caleb au fil des ans. Il n'avait aucune valeur nette. Lorsque les factures légales sont arrivées, le château de cartes s'est effondré. Ils ont perdu la maison. La maison où j'ai grandi, la maison où papa régnait en roi, a été vendue pour payer les crimes qu'il a commis contre son propre fils. Maman a déménagé dans un petit appartement d'une chambre dans un quartier malfamé de la ville. Elle a refusé de me parler, ce qui me convenait. Je n'avais plus rien à dire,
Mais il restait un dernier détail. Caleb, l'enfant chéri, le garçon qui conduisait une Porsche pendant que je mangeais des ramen. Le garçon qui a fui le tribunal comme un lâche. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le procès. Ses réseaux sociaux sont devenus muets. Les photos de la Lamborghini ont été supprimées. Un mardi, environ un mois après le procès, j'ai reçu un appel de Lincoln. « Vous allez vouloir entendre ça », a dit Lincoln. « Votre frère a été arrêté au Nevada. » Nevada? Las Vegas. Il semblerait qu'il essayait d'utiliser une carte de crédit qui ne lui appartenait pas dans un casino. Mais ce n'est pas le meilleur. Qu'est-ce que c'est? Le procureur de district l'a ajouté à l'affaire de votre père. Complot en vue de commettre une fraude. Puisqu'il était le bénéficiaire des fonds volés, de la voiture, de l'acompte de la salle. Et puisque des SMS sur le téléphone de votre père ont prouvé que Caleb savait exactement d'où venait l'argent, il est accusé de complicité. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé échapper un long soupir. Donc, il va en prison aussi? Probablement pas en prison puisqu'il n'a pas d'antécédents, a dit Lincoln. Mais il risque une lourde probation, des amendes massives et un casier judiciaire. Sa carrière d'influenceur est terminée. Aucune entreprise respectable ne l'embauchera. Il a toujours voulu être célèbre, ai-je marmonné. Maintenant il l'est, juste pas comme il l'avait prévu. Le mariage massif et coûteux de Caleb au Grand Hôtel, a été évidemment annulé. La fiancée, une fille nommée Jessica, que je plaignais en fait, a rompu dès que la nouvelle a éclaté dans les journaux locaux. Elle ne voulait pas épouser un membre d'une famille criminelle. Il en était donc ainsi, l'Empire Miller, le roi était en cellule, le prince était un criminel, la reine était en exil, et le serviteur, celui qu'ils avaient essayé d'écraser, était le seul à rester debout. Mais la victoire ne ressemblait pas à un triomphe. Cela ressemblait à un nettoyage après une catastrophe naturelle. On est content d'avoir survécu, mais il faut quand même regarder les débris. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Je pensais que je pouvais simplement fermer le livre. Mais l'univers a une drôle de façon de boucler la boucle. Une semaine avant que papa ne doive se présenter en prison pour commencer sa peine, j'ai reçu un colis par la poste. Il venait de l'avocat de papa. À l'intérieur, il y avait une lettre. Pas d'argent, juste une lettre. Joshua, votre père a demandé que vous lui rendiez sa médaille du mérite. Il prétend que vous l'avez prise de la maison lorsque vous avez aidé votre mère à déménager. Elle ne figure pas parmi les biens saisis par le tribunal. Il la veut. Il dit que c'est la seule chose qui lui reste. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais pas aidé maman à déménager. Je l'ai dit à Sarah. Je n'ai pas mis les pieds dans cette maison depuis des mois. Alors, où est-elle, a demandé Sarah. La médaille du mérite. C'était la plus haute distinction décernée par le corps des sapeurs-pompiers. Papa l'avait gagnée il y a 20 ans pour avoir sorti 2 enfants d'un immeuble en feu. C'était la pièce maîtresse de sa vie. Elle était accrochée dans une vitrine dans le salon. Il en polissait la vitre tous les dimanches. Il se définissait par cette médaille. C'était son bouclier contre le monde. Preuve qu'il était un homme bon malgré la façon dont il nous traitait à huis clos. Si elle n'était pas dans la maison et que le tribunal ne l'avait pas prise, où était-elle? Une terrible suspicion a commencé à se former dans mon ventre. Je suis allé au garage et j'ai fouillé dans une vieille boîte d'affaires de Caleb qui avait fini chez moi il y a des années. J'ai trouvé un vieux carnet où Caleb gardait une liste de ses contacts. J'ai trouvé le numéro d'un gars appelé Fast Eddie. Eddie tenait un mont-de-piété en centre-ville, un endroit qui ne posait pas trop de questions. Caleb se vantait de vendre ses vieilles consoles de jeux là quand il avait besoin d'argent rapide. J'ai pris mes clés. « Où vas-tu » a demandé Sarah. « Trouver la dernière pièce du puzzle » ai-je dit. Le mont-de-piété était un endroit sombre et poussiéreux qui sentait les cigarettes éventées et le désespoir. Les murs étaient tapissés d'outils électriques, d'instruments de musique et de bijoux qui représentaient un millier de rêves brisés. Je me suis approché du comptoir. Un homme plus âgé avec d'épaisses lunettes a levé les yeux. « Vous aidez ?»« Je cherche une médaille » ai-je dit. Une médaille du mérite du service d'incendie. Elle aurait été apportée il y a environ 2 mois. Peut-être par un jeune homme, cheveux blonds, qui conduit une Porsche. Les yeux de l'homme ont vacillé. Il savait exactement de quoi je parlais.
Je ne peux pas discuter des transactions des clients, a-t-il grogné. Je ne demande pas le nom du client, ai-je dit. J'ai sorti mon badge, ma carte d'identité de paramédical. Ce n'était pas un badge de police, mais il imposait un certain niveau de courtoisie professionnelle. Cette médaille était une propriété volée. Elle appartient à un homme qui est sur le point d'aller en prison. Je suis son fils. J'essaie de la récupérer avant que la police n'intervienne et ne saisisse votre inventaire comme preuve. Le prêteur sur gage hésita. Il a tendu la main sous le comptoir et a sorti une petite boîte en carton. Il l'a ouverte. La voilà. L'étoile d'or suspendue à un ruban rouge et bleu. Capitaine Thomas Miller pour bravoure, a dit l'homme. Le gamin a dit que son père était mort et le lui avait laissé. Il voulait de l'argent pour un investissement commercial. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Il voulait 5000 $. Proche. Je lui ai donné 3. Il l'a pris. Caleb. Mon estomac s'est noué. Caleb avait volé la seule chose qui comptait vraiment pour papa. Il n'a pas volé de l'argent cette fois. Il a volé l'identité de papa, sa fierté, son héritage. Et il l'a fait pour 3000, probablement pour payer une table VIP dans un club ou un voyage d'un week-end. Papa pensait que je l'avais prise par méchanceté. Il ne pouvait pas concevoir que son enfant chéri, le garçon qu'il avait détruit sa vie pour protéger, avait vendu son héroïsme pour de l'argent de poche. Combien pour la récupérer, ai-je demandé. Les tickets ont expiré, a dit l'homme. Elle est à vendre maintenant. J'ai mis un prix de 4000 dessus. C'est de l'or véritable. J'ai fixé la médaille. Je détestais mon père. Je détestais ce qu'il m'avait fait. Mais voir cette médaille posée dans une sale boîte en carton dans un mont-de-piété. Cela me semblait mal. Non pas parce que papa le méritait, mais parce que l'acte de bravoure qu'il avait mérité était réel. Ces 2 enfants qu'il avait sauvés étaient réels. Et j'ai réalisé autre chose. Si je la laissais ici, je laissais Caleb gagner. Je laissais le fléau de ma famille tout consumeur, même les quelques bonnes choses qui s'étaient produites. Je la prends, ai-je dit. J'ai sorti ma carte de crédit, celle que Sarah et moi utilisions pour les urgences. Nous économisions pour une lune de miel. 4000, a dit l'homme. Bien. Je suis sorti de ce magasin avec la vitrine sous le bras. Elle était lourde, plus lourde qu'il n'y paraissait. Je me suis assis dans ma voiture et je l'ai regardée. La vitre était tachée. Le fond en velours était poussiéreux. J'en ai pris une photo. J'ai envoyé la photo à Lincoln. Dis à papa que j'ai trouvé sa médaille. Dis-lui que Caleb l'a vendue à un mont-de-piété pour 3000 $ des semaines avant le procès. Dis-lui que je l'ai racheté. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai démarré la voiture. Le SMS de Lincoln est revenu 1 heure plus tard. Je lui ai dit. Il ne m'a pas cru au début. Je lui ai montré le reçu du mont-de-piété que vous avez envoyé. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis et a pleuré. Il veut savoir quand vous la lui apportez. J'ai regardé le téléphone et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Je ne le ferai pas, me suis-je chuchoté. Je n'allais pas la lui apporter. La lui rendre serait une gentillesse qu'il n'avait pas méritée. Ce serait une validation qu'il était toujours le héros. Il n'était plus le héros. C'était un criminel. C'était un père qui dévorait ses propres enfants. Mais je n'allais pas la garder non plus. Je ne voulais pas de cette énergie dans ma maison. Je ne voulais pas la regarder et me souvenir de l'homme qui valorisait un morceau de métal plus que sa propre chair et son propre sang. Je me suis rendu au musée des pompiers en centre-ville. C'est un petit bâtiment en briques dédié à l'histoire du service dans notre ville. Je suis entré et j'ai demandé à parler au conservateur, un ancien chef nommé Chef O'Malley. Je le connaissais de réputation. Un homme bon. Joshua Miller, a-t-il dit en me serrant la main. J'ai entendu parler des problèmes. Je suis désolé, mon fils. Merci, chef, ai-je dit. J'ai posé la vitrine sur son bureau. C'est la médaille du mérite de Thomas, ai-je dit. Le chef O'Malley a passé une main sur le cadre. Un sauvetage d'enfer. J'étais là cette nuit-là. Votre père était un lion. Il l'était, ai-je dit, mais il n'est plus cet homme. Pourquoi me l'apportez-vous?
Je veux la donner, ai-je dit, au musée. C'est généreux. Nous pouvons mettre une plaque. Donnée par le capitaine Thomas Miller. Non, ai-je dit fermement. J'ai pris un stylo et un morceau de papier sur son bureau. J'ai écrit un nom. Je veux que la plaque indique, en mémoire d'Eleanor Miller, la seule qui n'a jamais oublié la valeur de la vérité. Eleanor était ma grand-mère. La femme dont papa avait volé l'héritage. La femme dont l'argent était censé l'enterrer dignement mais a été utilisé pour louer une voiture de sport. Le chef O'Malley a regardé le papier puis moi. Il n'a pas posé de questions. Il a vu la détermination dans mes yeux. Nous pouvons faire ça, a-t-il dit. Elle sera dans le hall d'honneur. Merci, chef. Je suis sorti du musée et le soleil se couchait. Le ciel était une brillante traînée de violet et d'orange. Pour la première fois depuis des années, l'air ne semblait pas lourd. Je suis rentré chez moi. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai vu Sarah assise sur le porche d'entrée. Elle avait 2 verres de vin et un bol de pop-corn. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit alors que je montais les marches. « Je me sens différent », ai-je dit. C'est parti. La médaille, le poids. Je me suis assis à côté d'elle. Nous avons regardé les réverbères s'allumer. Lincoln a appelé, a dit Sarah. Il a dit que ton père avait viré son avocat après avoir découvert la médaille. Il va en prison la semaine prochaine seul. Aucune famille ne le verra partir. Et Caleb est toujours au Nevada en attente d'extradition. Maman va bien. Maman appelle tout le monde dans la famille élargie en leur disant « Tu es le diable ». J'ai bu une gorgée de vin. Laisse-la parler. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Et les gens qui la croient, ils ne comptent pas. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. La vie a trouvé un rythme que je n'aurais jamais cru possible. Un rythme de paix. Nous avons enfin terminé la chambre de bébé. Nous l'avons peinte d'un doux vert sauge. Sarah est enceinte de 4 mois. Nous l'avons découvert la semaine dernière. C'est un garçon. Nous ne l'appelons pas Thomas. Nous ne l'appelons pas Caleb. Nous l'appelons Léo, d'après le grand-père de Sarah. Je travaille toujours comme ambulancier. De temps en temps, je passe devant l'ancienne maison. Des étrangers y vivent maintenant. Ils ont planté un jardin dans la cour avant où papa garait son camion. Elle a l'air mieux. Elle a l'air d'une maison, pas d'une forteresse. Je n'ai pas parlé à papa. Je sais qu'il est dans un établissement de sécurité moyenne dans le nord de l'État. J'envoie de l'argent sur son compte de cantine 1 fois par mois. Pas beaucoup, juste assez pour du dentifrice et du savon. Je n'envoie pas de lettres. Je ne rends pas visite. L'argent est anonyme. Je le fais non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je refuse d'être l'homme qui laisse quelqu'un sans rien. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce que je suis. Caleb travaille dans une station de lavage de voitures à Reno dans le cadre de son programme de libération conditionnelle avec travail. D'après ce que j'entends, il déteste ça. Une bonne façon de forger le caractère. Les rangées vides à mon mariage me hantaient autrefois. Je me réveillais au milieu de la nuit en voyant ces chaises blanches et en ressentant le rejet dans mes os. Mais maintenant, quand je regarde mes photos de mariage, je ne vois pas les chaises vides. Je vois les gens qui étaient là. Je vois Andrew, mon témoin, qui m'a soutenu quand je m'écroulais. Je vois mes collègues qui ont couvert mon quart pour que je puisse aller au tribunal. Je vois la famille de Sarah, qui m'a accueilli sans hésitation. Et je vois Sarah, la femme qui se tenait dans la cuisine pendant qu'un serrurier perçait la porte à 2 heures du matin et me disait que nous allions survivre à ça. J'ai réalisé que la famille n'est pas un nom statique. C'est un verbe, quelque chose que l'on fait. On fait famille avec les gens en étant présent, en les respectant, en les aimant sans conditions ni factures attachées. Mon père pensait que la famille était une propriété. Mon frère pensait que la famille était une ressource. Ma mère pensait que la famille était un culte du silence. J'ai brisé le cycle. Mon fils ne saura jamais ce que c'est que d'être un investissement. Il ne recevra jamais de facture pour son existence. Il n'aura jamais à acheter l'amour de son propre père. La semaine dernière, Andrew et moi répondions à un appel. Un homme âgé était tombé dans son jardin. Son fils était là, lui tenant la main, pleurant, lui disant que tout irait bien.
L'amour dans les yeux de ce fils était si pur, si terrifié par la perte. Andrew m'a regardé alors que nous chargions le patient dans l'ambulance. « Tu seras ce genre de père, Josh ?» J'ai souri. « Oui, je le serai. Je suis Joshua Miller. Je suis un mari, un paramédical et un futur père. J'ai été abandonné par les gens qui étaient censés m'aimer. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parce que dans le silence qu'ils ont laissé derrière eux, j'ai enfin entendu ma propre voix. Et cette voix a dit, tu es assez. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. La loyauté toxique n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Beaucoup d'entre nous sont élevés avec la conviction que la famille est tout et que nous devons endurer les abus, la manipulation et le manque de respect simplement parce que nous partageons l'ADN avec quelqu'un. Mon père a utilisé cette conviction comme une arme pour me contrôler et me voler financièrement et émotionnellement. Il comptait sur ma culpabilité pour me maintenir en ligne. Mais au moment où j'ai envoyé ce virement de $1, j'ai appris que le mot le plus puissant dans la langue anglaise est « non ». Dire non à la famille est terrifiant. Cela ressemble à une violation de la nature. Mais parfois, c'est le seul moyen de se sauver. Vous n'êtes pas un compte bancaire. Vous n'êtes pas un plan de retraite. Vous n'êtes pas un paillasson. Vous méritez d'être entouré de personnes qui célèbrent votre présence, pas votre utilité. Si vous êtes assis sur une rangée de chaises vides en ce moment, vous demandant pourquoi vous n'êtes pas assez bien pour eux, arrêtez. Regardez les gens qui se sont présentés. C'est votre famille. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû rompre les liens avec un membre de votre famille pour sauver votre propre équilibre mental? Était-ce la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite ou la plus libératrice? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire ou si cela a résonné en vous, commentez simplement « bien ». Faites-moi savoir que nous sommes ensemble dans cette démarche, brisant les cycles et construisant de meilleurs avenirs. Merci d'avoir écouté mon parcours. Restez fort, restez en sécurité, et souvenez-vous, vous détenez les clés de votre propre vie. Ne les donnez jamais. I've been using the same pair of lashes. Ah, please stick. I'm praying. Nope. Okay, I have one eye done. It is what it is. Look, only one of my eyes is facing the camera anyway, so it's fine. It's so fine. Nice, nice. Hello, Edward. Welcome in. Welcome in, Doozy's favorite mod. Hello. More brain cells. Nice. Good. Winning at life. Winning at smartness. Oh, hello. Welcome in. Look here, it's you. Look here, it's you. Welcome in. Oh my god, look. Everyone, look. Look here, it's you just joined. Oh my god, look. Vented out. Ah, nah, guys. Nah, guys. I'm demure. Don't egg me on. Okay? I'm demure. There's nothing to complain about. Everyone ever thought we should try relativity? No, I don't know what that means. I'm so sorry, La. I know nothing about science. Hello, Landy. Welcome in. I'm proposing to you. Wait, really? Are you streaming today? Welcome, welcome. Hello. And a shout out for Landy and Doozy whenever you have time, guys. Chalky says, I will not stop clowning. Ash. Increase font size. Yeah, my font size is already big. For those of you guys who don't know what my computer screen looks like, check out this font size. I can literally fit in like 4 messages on my screen at a single time. Hello, welcome in, Neko for Life. Welcome. I ripped them. Oh my god, what did you rip, Doozy? Oh my god. Silent, hello. Oh my god, hi, Bun Pookie. Hello. Wanna be my +1 so my extended family don't think I'm a loser? What's the food, Landy? Is it a Indian wedding, Greek wedding, Viet wedding? Let me know. Depends. It depends on what the food is like and what the live music is like.
Anyone beat 16 inches? Sorry, who needed the shout out? Doozy first and then Landy, please. Thank you, Secret Sasha. Aurora, 13 inches. Very nice, very nice. Rigged. Nah. It's just the energy tonight. It's the energy this evening. I reached a 70 on lat pull down. Oh my god, your shoulders must be huge. Actually huge. Shout out to Doozy! Everyone go follow this guy if you like, what's he playing? Love and Deep Space and Pokemon. He's quite a lot louder, so if you get bored of Bun Stream, you can go over there. Probably more interesting. We're very chill over here, unless we get unhinged, but I haven't really reached my unhinged meter just yet. I'm still chilling. Only 50 kilo lat pull down. That's heaps. That's heaps, bro. This song is vibey. I'm glad you like it. This is from my ABG playlist, so no surprise there. Your voice seems to be low, Von. You're exhausted from the studying and working. No, I'm just trying to keep it down. I'm trying to keep it chill. I just don't wanna like today the vibe is like low cortisol stream, you know, because I feel like I'm like so all the time, on stream all the time. So I think it's nice to have just like some relaxing ASMR-y kind of stream. Hello. Low cortisol minus. Hello, welcome in. Medical student. Okay, let me impress you. I had open heart surgery 3 years ago. Oh my god. Are you okay, bro? Open heart surgery is a lot. You had congenital heart disease, and my lung function and all values are perfect today. Wow! Oh my god, good job. You must have done like lots of hard work and exercise and physio and shit to get it better. Oh my god, crazy.